Ok. Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invité aujourd'hui s'appelle André Pardo. Il est auteur du livre Appelé sous Lourou. Alors, c'est pas Appelé sous Lourou, un nom bizarre, hein, mais vous allez comprendre si jamais vous ne savez pas ce que c'est un ourou, de quoi il s'agit. Et en fait, en 1971, André est parti en Polynésie pour son service militaire. Et puis, bah, au cours de ce service militaire, il a vécu une expérience extraordinaire. Donc, il a écrit un livre. Au début, il n'avait pas du tout l'intention d'en faire un livre public. C'était pour raconter cette magnifique aventure. Et puis, c'est l'histoire de trois copains aussi. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. André, bonjour. Bonjour Lénique. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être avec toi. Ah bah oui. Alors, comment ça a démarré cette aventure? Évidemment, tu n'avais pas choisi d'aller en Polynésie. Non, disons qu'il faut faire un petit peu un historique là. C'est-à-dire que, bon, déjà pour moi-même, je suis donc enfant d'un émigré espagnol, républicain, qui était chirurgien dans son pays. Et donc, j'avais une petite éducation qui était assez, sans dire gauchiste, mais enfin contre l'établissement, un petit peu, en fait, ce qui était donc bien établi. Donc, j'avais 19 ans en 1968, l'année où j'ai perdu mon père, qui n'a pas connu ces mouvements-là, il aurait été très heureux. Et bien entendu, à cette époque, tu t'imagines, à 19 ans, ben, j'étais antimilitariste, contre la guerre du Vietnam, enfin, etc. Donc, tout ce qui était militaire ne me plaisait pas. Mais je pratiquais quand même assidûment, puisque j'habite Marseille, la pêche sous-marine. Et j'avais comme lecture un livre, je ne sais pas si tu connais, c'est l'Expédition Moana de Bernard Korski. C'était l'aventure de 4 personnes qui étaient parties faire le tour du monde, justement, de la plongée sous-marine. Donc, bien entendu, Jack London, enfin, tout ça, quoi. Je veux dire, ça me berçait, quoi. Mais j'avais quand même, au fond de moi, j'avais vraiment pas envie de faire mon service militaire. Donc, après avoir fait des sursis, etc., ben, je suis parti donc en 70, donc à 21 ans, je suis parti à l'armée et j'ai tout fait pour être réformé. Mais il s'avère que je le raconte dans mon livre, j'ai plein de déboires, etc. Et donc, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, comme à cette époque-là, il y avait donc le tir nucléaire, et ils avaient besoin de renforts campagne, on appelait ça. Et donc, il fallait être 13 volontaires, j'ai été le 13e, donc parce que j'ai hésité longtemps. Donc là même, là, j'ai eu la chance. Et je suis parti donc en Polynésie. Et donc là-bas, on va en parler, hein, j'ai vécu, c'est vrai, 9 mois, mais 9 mois qui ont l'impression d'être 10 ans, 20 ans. J'ai écrit 400 et quelques pages là-dessus, j'aurais pu en écrire 800, quoi, tellement ça a Oui. été intense et les rencontres que j'ai fait là-bas. Alors justement, j'ai mis, comment ça s'appelle, ta page où tu mets un extrait de ce livre. Tu le vois bien? Oui, 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 je vois, mais je le Voilà. connais par cœur. Ah bah oui, j'imagine. Mais Donc j'ai mis cet appelé extrait, sous l'Ourou, c'est ça, hein, c'est le Ourou, mais c'est ça. tu vas nous dire ce que c'est. Donc Ben, Yaorana, je m'appelle Lucien, à moins que tu veuilles le lire, toi? ben, je le lis pas trop mal, mais enfin, je peux le raconter. Je ne dirais pas le texte à proprement parler parce que c'est pas une récitation, je pas tout par cœur. Bah oui, Je peux raconte pourquoi l'essentiel, mais pour, tu as choisi cet extrait sur ton site. voilà. Ben, j'ai pris cet extrait parce que cet extrait-là, vraiment, il synthétise tout ce que il y a dans ce livre, c'est-à-dire les rencontres, etc. Puisque c'est ma première rencontre avec Lucien, que je ne savais pas encore qu'il s'appelait Théré. Je l'ai su il y a 10 jours. Et donc, c'est Lucien, tout simplement. Et donc, j'ai rencontré cette personne-là, une personne au grand cœur, enfin quelqu'un de fabuleux. Et ma première rencontre, justement, puisqu'on était sur ces terres, donc il nous a accueillis, on avait déjà fait une première plongée parce qu'on était vraiment ivre de vouloir connaître ces fonds sous-marins. Et donc j'étais donc à la presqu'île de Théopo. Et donc on arrive donc, sur ces terres, on nous aide à accoster, et il me demande si j'étais militaire. Alors je lui dis oui, militaire, mais appelé, pas de carrière. Et il me montre que on était sous un arbre, et l'arbre c'était Ourou, puisque l'Ourou, c'est l'arbre à pain. Et il me dit, ben maintenant, tu n'es plus un appelé sous les drapeaux, tu es un appelé sous l'Ourou. Et il a rigolé, bien entendu, parce que c'est
Et dans cet extrait-là, il y a vraiment, vraiment l'esprit du livre. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre appelé Sous l'eau en hommage à Lucien, et puis vraiment pour synthétiser tout ce que je veux marquer dans ce livre et le faire ressentir aux gens, quoi. Mmh. Tu as mis d'ailleurs sur ta page Facebook aussi, tu as mis une vidéo, un montage que tu as fait euh, qui est un hommage. Tu as envie d'en parler? Oui, absolument, absolument. Oui, 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 oui. Et, donc, je te dis, il y a 10 jours de ça, je ne le savais pas. Euh, je ne savais pas. Oups, Donc, attends, je vais enlever le son, comme ça on aura juste l'image. Vas-y. donc, donc, il y a 10 ans, il y a 10 jours, je ne savais pas encore qu'on commence le nom de famille de Lucien, puisqu'on s'appelait pour Lucien par des prénoms, et lui m'appelait André, bien entendu. Et donc, grâce à Théa, qui est une personne que j'ai rencontrée quand j'étais au marché de Noël, et avec qui donc j'ai lié des liens de sympathie réciproque, j'ai eu un peu des contacts et je me suis inscrit donc dans une page Facebook. Et j'ai mis en premier temps, j'ai mis la photo de Lucien en demandant si quelqu'un le connaissait. J'ai eu donc des retours, bien entendu, de ses filles, de sa petite fille, enfin, etc. Et donc, sa petite fille, pour l'anecdote, dans la vidéo que je mets, il y a une photo où il y a un petit garçon et une petite fille. Et la petite fille qui est sur la droite, qui s'appelle donc Tefaïté, je ne me rappelle pas son nom d'ailleurs, Tefaïté, donc elle avait 4 ans. Et maintenant, ben, elle en a 54. Donc, je veux dire, et donc donc j'ai appris donc, que hélas, Lucien nous avait quittés. Et donc en 2015, elle avait 76 ans. Et c'est mon regret d'ailleurs de ne pas pouvoir de ne pas avoir pu le rencontrer et lui faire lire ce livre parce que je suis sûr qu'il aurait été vraiment content. Et donc sa famille m'a demandé un peu des images. Mmh. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo pour justement lui rendre hommage et puis faire ressentir vraiment comment étaient ces paysages, etc. Oui. À l'époque où j'étais, quoi. Alors attends, ne bouge pas parce que j'ai une vidéo qui a démarré. Voilà. Donc, en fait, tu es en train de me dire que tu arrives en 1971 en Polynésie, tu rencontres un gars qui s'appelle Lucien, qui t'accueille sur son terrain, qui t'accueille d'une manière tellement chaleureuse que tu en gardes un souvenir précieux et tu ne le revois plus du tout après cette période et tu as de ces nouvelles, enfin de lui il y a 10 jours, t'apprenant qu'il est décédé, c'est ça? Il n'y a rien eu entre les deux? Et non, parce que la vie a fait que j'ai jamais pu avoir l'occasion de retourner en Polynésie. J'ai voyagé, hein. Je suis allé au Chili, je suis allé à la Réunion, à l'île Maurice comme tout le monde, je suis allé en Tanzanie, enfin je veux dire, j'ai navigué pas mal au Brésil, en Argentine, mais pour mon travail et puis toujours par la soif de connaître des gens. Et je m'étais toujours dit, il faut que je retourne en Polynésie. J'ai eu des amis qui y sont allés, mais ils sont allés voir la Polynésie, mais avec les yeux de 90% des gens, c'est-à-dire qu'ils vont voir Bora Bora ou Aïté-Tara, qui est magnifique, qui est très beau, mais tous ceux qui sont revenus ne m'ont jamais parlé de ce que moi j'avais vu, de ce que moi j'avais ressenti. Et donc, l'idée de ce livre, je l'ai eu pendant 50 ans. Je l'ai écrit sans avoir pris de notes, c'est-à-dire tout est dans ma tête. Et alors, donc c'est un roman, bien entendu, un autobiographique. Il y a, je sais pas, je peux pas donner de pourcentage, dire 80 ou 90% de réalité, je ne sais pas, mais tout ce qui est essentiel est réel. Après, j'ai romancé certains passages, certains pour que ce soit plus facile à lire et à suivre, mais l'essentiel, et 80 ou 90% du livre, c'est vraiment du vécu, c'est ce que j'ai ressenti. Et je vais te dire quelque chose de plus, puisque j'avais 21 ans, donc à 21 ans, notre esprit se forme. Et comme je t'ai raconté, j'étais un petit peu rebelle, etc. Et cette personne-là, avec toutes les autres que j'ai rencontré euh, à Orofara, un chef des lépreux, Aou, qui arrive aussi, qui était fabuleux, mais je n'ai pas eu les liens que j'ai eus avec Lucien. Et donc, j'ai voulu, au bout de 50 ans, je me suis dit, bon,
j'avais raconté à ma famille. Et mes petits-enfants et tout, ils m'ont dit, papa, papy, il faudrait que tu écrives tout ce que tu as mis là-dedans. Alors j'ai écrit ce livre, et après j'ai essayé de le faire éditer, mais c'est une autre histoire, je ne suis pas arrivé à le faire, il a fallu que je le fasse moi-même. C'est souvent le cas, mais c'est aussi de belles histoires que de l'éditer soi-même. Ça a été relativement facile, justement, cette partie, on va dire, plus technique. Il a fallu que je m'adapte, parce que bon, j'ai toujours été, hein, tout au long de ma vie, j'ai toujours essayé d'être à la pointe des progrès. J'ai été un des premiers, bon, ça peut-être pas, mais à me servir des téléx dans le travail. Les premiers téléphones qui promenaient avec une bandoulière, je les ai eus. Donc, je veux dire, j'ai toujours essayé de me mettre à la pointe de la technologie, parce que tu ne peux pas aller contre le progrès. C'est impossible. Tous ceux qui ont cassé des voitures pour que les chevaux existent, ils ne sont plus là, mais les voitures, elles sont toujours là. Donc, ça y est, je me suis adapté. Ma petite fille m'a aidé, il faut reconnaître. C'est elle qui a fait d'ailleurs la couverture du bouquin. Et puis après, je me suis guidé. Alors, j'ai vu plusieurs éditeurs. Hein. On dit que le récit était très intéressant. Et chacun me demandait de l'argent, me garantissait 3 000, qui 3 000, qui 5 000 livres. Alors, je disais, moi, je m'en fiche. Je ne veux pas faire d'argent avec ça. Je veux avoir dans ma main un livre et puis que les gens le lisent. C'est tout. Si vous le trouvez intéressant, que vous tentez le coup, vous le faites. Et j'ai eu donc l'opportunité, c'est bête de le dire, mais avec Amazon avait un système d'auto-édition où tu fais toi-même, tu fais tout du début à la fin, tu t'inscris aux écrivains au niveau national, en fait, tu fais tout, quoi. D'accord. Et Et c'est toi qui choisis aussi le nombre d'exemplaires, enfin non, non, il n'y a pas de nombre d'exemplaires. Tu veux commander un exemplaire. Ah, Tu veux bien. commander 10 exemplaires, tu commandes 10 exemplaires. La rémunération, elle est plus intéressante qu'un éditeur, mais ça, c'est autre chose, parce que je comprends aussi qu'un éditeur prend un peu plus d'argent. Mais par exemple, il y a deux prix. Il y a le prix pour la commercialisation, où j'ai donc une redevance qui n'est pas énorme, mais ce n'est pas mon but, comme je te l'ai dit. Et il y a un autre prix où c'est ce qu'on appelle le prix auteur, c'est-à-dire comme j'ai un prix qui est pratiquement plus de la moitié moins cher que le livre. Et après, libre à moi, si je veux le vendre, si je veux le donner. Et ça, je suis jusqu'à 1000 exemplaires, je peux commander. Mais pareil, je commande un exemplaire, 10 exemplaires, 6 exemplaires. Je fais Oui, ce que je peux, ce que je veux. je comprends que tu aies choisi Amazon, même si c'est vrai que politiquement, Amazon ne fait pas sourire beaucoup de gens. Mais en Ben, tu tant sais, qu'éditeur, quand on est dans c'est vrai que c'est compliqué. J'ai eu une autre auteure juste avant toi qui a écrit un livre un petit peu de la même manière. Elle est plus jeune que toi, hein. Mais elle disait, voilà, moi, j'avais pas l'intention de gagner de l'argent avec, et puis il fallait faire quelque chose. Et sa famille lui avait dit, oh, mais si, il faut que tu publies, etc. Et là, quand on veut publier, c'est vrai qu'il faut trouver un éditeur, il faut qu'il ait envie de le publier. Enfin bon, c'est très compliqué. Donc, on se met des barrières automatiquement, et puis après, il faut faire avancer les choses. Donc, c'est ce que tu as fait. oui, mais trouver un éditeur, si ton texte est intéressant, tu le trouves de suite. Le problème, c'est qu'on te demandait, je parle à l'imparfait, on te demandait donc de l'argent pour pouvoir l'éditer. Atterrisse, donc moi, je veux dire, c'était Ouais. pas mon but, et puis je ne roulais pas sur l'or. Hein. Bon, je suis pas malheureux, mais enfin, je veux dire, je ne voulais pas euh, Oui, puis c'est un peu ridicule de dire, 3 000, voilà, 4 000 euros, 3 000, 4 000 euros ouais, comme ça. ouais, ouais. Maintenant, les éditeurs quand même se sont adaptés. Maintenant, on te demande ton manuscrit et on te demande rien du tout. Et les gens font la même chose que font Amazon, les éditeurs, maintenant. Ah, bah oui, bah ils sont obligés de le faire, j'ai envie de dire, Ben s'ils oui, ont, même voilà. moi, personnellement, sur le concept et ce que représente Amazon, tu te doutes bien avec ma philosophie que je suis contre pour. Oui. Mais comme je te disais, l'exemple des chevaux et des voitures, quoi, je veux dire, tu ne peux pas aller contre. C'est impossible. C'est impossible. Tu es obligé de t'adapter à l'époque. Mm. C'est malheureux de le dire, mais c'est vrai que c'est comme ça, quoi. Hein. Et d'ailleurs, je trouve j'ai de la difficulté à vendre, à faire connaître, parce que j'aime pas tout me vendre, parce que je te dis, mon but c'est pas de le vendre, c'est de le faire lire. Il va se vendre pour le lire, il faut bien l'acheter. Mais
j'ai eu des difficultés justement parce que je m'appuyais sur Amazon. Oui, d'accord, je comprends. Voilà, tu vois là? Donc là, est-ce que tu as envie de changer de «fournisseur» entre guillemets maintenant ou tu vas quand même rester, bon, c'est un choix et puis finalement tu assumes ce choix? Écoute, moi je l'assume dans la mesure où jusqu'à maintenant ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire c'est facile pour moi. C'est certain que si demain un éditeur, il vient, il me propose la même chose que Amazon et qu'il est bien pensé, qu'il a le ferret et la baguette à la main, j'y vais quoi, il y a pas de Mmh. souci quoi, je veux dire, Bon, bah, je en tout cas, préfère faire le travailler message est lancé. Ça, c'était pour la voilà, partie technique, mais ce qui nous intéresse vraiment à André, c'est plutôt ton histoire justement et ta voilà, voilà, rencontre avec la voilà. Polynésie. Donc, on revient à ce fameux Lucien qui t'accueille sur sa terre et alors, qu'est-ce qui se passe entre vous? Parce que vous, vous êtes les popas, les frani, on va dire. Eh oui, c'est ça les popas, on est les popas et ben, donc déjà le premier soir donc il nous accueille. Il allait parce qu'on était donc au mois de mars, donc c'est la période où il pleut encore pas mal et donc on avait 2 tentes canadiennes, tu sais, tentes que tu montes comme ça, on allait dormir là-dedans et lui, il nous a dit: vous allez pas dormir là parce qu'il nous montre les nuages qui arrivaient sur Tahiti et il nous dit: «Venez, vous allez dormir» et il nous amène à son séchoir à café et donc je vais essayer ce séchoir que je mets en photo d'ailleurs dans la vidéo et on a dormi notre première nuit là. Sa fille, donc on a mangé le poisson qu'on venait de pêcher sur la barrière de corail et sa fille nous a amené une lampe tempête parce qu'on a des lampes torches de l'armée avec nous, quoi. Une lampe tempête, là, des bonnes vieilles tempêtes à pétrole. Et le lendemain matin, on a été réveillés avec le café que nous amenait Lucien, le café que lui faisait. C'est le meilleur café que j'ai jamais bu de ma vie. Et après, avec ça, c'est tout enchevêtré, c'est-à-dire, bon, il avait la passion de la mer, on l'a aussi, il nous a donné des endroits pour aller pêcher, il nous a aidé à vendre du poisson parce qu'on n'avait pas d'argent, hein. Donc il a fallu qu'on se débrouille. Et ça a été de la débrouillardise, mais j'ai toujours voulu être à l'abri parce que c'est malheureux, mais l'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut, et ça n'a pas changé, ça, hein. Il y a 50 ans, c'était comme ça, et c'est toujours pareil. Et on a toujours trouvé, c'est ce que je raconte dans mon livre, toutes les différentes aventures qu'on a eues, pouvoir partir en mer pêcher, on pouvait louer des gros bateaux et puis donc se louer des places pour pouvoir nous payer, aller pêcher, vendre le produit de la pêche. Donc Lucien nous a aidés à faire ça Ouais, c'était et le système D à l'époque, hein. Il y avait beaucoup de solidarité, on ah oui, s'entraidait et puis on com trouvait toujours une solution. complètement, complètement, complètement. Et en plus, il a senti, quand je vais dire que l'on était des popas, mais des popas un peu un peu spéciaux. Euh, donc, il nous a invités à des répétitions, puisque les fêtes du 14 juillet se présentaient à des répétitions de danse, puisque bon, tu le sais que c'est par quartier. Il y a des compétitions, et puis ensuite, il y a des gens qui sont éliminés pour arriver au 14 juillet, à la grande fête, où il y a donc des gens de quartier qui sont représentés quoi, par leur danse, par les lanciers de javelot, etc. Et donc, il m'a fait rentrer là-dedans directement. Quoi, hein. En plus, il avait sa fille qui dansait. Donc, euh, ça a été, tu sais, une boule de neige. Et tout le long du livre, je le dis d'ailleurs, bon, je suis agnostique, hein, donc je veux dire, je ne crois pas, moi, passer sous une échelle, etc., je m'en fous. Mais j'ai toujours eu le sentiment que j'avais une bonne étoile, que je me demandais pourquoi j'avais cette chance, parce que chaque fois, il s'en arrivait. Et même mon armée, où j'aurais pu arriver à Tahiti, partir sur Moruroa, partir et puis rester donc à Moruroa, parce que beaucoup d'appelés allaient demander à aller en Polynésie, et ils imaginaient arriver, trouver les palmiers, le tabouret, les vaïnés, etc. Ils se retrouvaient pendant 9 mois sur un atoll, ben, Moruroa, c'est 17 km de long, c'est Oui, 300 de large. loin des Alors, valinés, voilà, imaginés, ouais. à 20 ans avec les hormones qui travaillent, etc., tu te retrouves là pendant 9 mois, en fait. Donc, je veux dire, j'ai eu cette chance. Et en plus de ça, on m'a nommé chauffeur de remplacement à l'Amirauté. C'est-à-dire qu'il l'amiral avait un chauffeur. Et moi, j'étais remplaçant que si on avait besoin d'un chauffeur supplémentaire ou si j'étais malade, il fallait que je sois là. Donc, je ne vivais plus. J'ai passé 2, 3 nuits à Alouet, au camp d'Alouet. Et ensuite, après, j'avais un faré à l'Amirauté au PK18, à Punaouia. Donc, j'avais une certaine liberté. Il fallait que tous les jours, j'aille au CTP. J'étais militaire quand même. Hein, donc,
mais j'avais une certaine liberté qui m'a permis de faire pas mal de choses, de rencontrer beaucoup de gens. J'ai rencontré moi Tessier, avec qui j'ai eu un coup, ça porte son Joshua. Donc, tu vois, tout ça, euh, je t'en parle, j'arrive pas à suivre. D'ailleurs, j'ai envie de tout dire d'un coup. Tu vois, que de tout jeter, que tout sort, quoi. C'est ça qui est Ben, surtout que difficile. les choses que tu dis, il y en a certaines qui n'existent pas. Par exemple, les plantations de café à Tahiti. Alors, à l'époque où tu es à Et ben, Tahiti, moi, j'avais 3 alors, ans. Donc, bon, ouais, j'étais en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, ou à moins que ce soit aux Nouvelles-Hébrides. Donc, j'étais pas à Tahiti. Mais euh, quand je suis arrivée en Polynésie à l'âge de 10 ou 11 ans, je me rappelle qu'il y avait encore des plantations de café, donc c'était dans les années 80, notamment aux Australes, mais à Tahiti, je n'ai pas souvenir de plantation de ben, café. Donc, bon, il avait pas une grosse plantation, il oui. avait des cafetiers où il récoltait les trucs et il faisait son café, il le vendait pas. Ah, c'était que C'était pour lui, d'accord. absolument, absolument, c'était que pour lui, c'était que pour Excellent. lui. Ouais, ouais, c'était que pour lui. Non, non, Ah il y a ben, jamais eu je de. comprends que c'était un café exceptionnel parce que là, enfin, je veux dire, c'est impossible de retrouver 2 cafés comme ça. Ah non, 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 c'est sûr. Je dis, il avait donc le séchoir où on dormait. Il y avait d'immenses clés qu'il sortait donc au soleil. Et puis, s'il y a une averse arrivée ou quoi, il fallait vite rentrer pour qu'il finisse, pour pas qu'il se mouille, et etc. Et on dormait là-dedans, quoi. Hmm. C'était spacieux, hein, c'était grand. Mais c'était spartiate, hein, c'était une dalle de Oui, béton. bah Enfin, je veux oui. dire, Bon, en même on temps, s'en après, fiche, quoi. c'était voilà, c'était l'époque, parce que tout à l'heure, tu parlais de la C'est vrai. lampe tempête. La lampe tempête, bah oui, c'était. Moi, j'ai eu la lampe à pétrole ou la lampe tempête Ouais, pendant des années, hein. C'est ben à oui. mon adolescence que j'ai commencé à avoir l'électricité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est tellement facile, on appuie sur un bouton, il y a l'électricité. On oublie parfois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça où l'électricité n'était pas aussi courante partout, C'est quoi. c'est sûr. Je suis allé avec ces fameuses lampes tempête. On est allé sur la barrière Oreille pour ramasser les langoustes à la pleine lune. Je veux dire, Oh là là là, mais quel souvenir extraordinaire. ah oui, oui, c'est pour ça, je te dis, tout ça, je voulais pas que ça reste, que je l'emporte avec moi, quoi. Il fallait que ce soit écrit, quoi. Ouais. Et les Et, gens, et les gens. et alors, 9 mois, ces 9 mois, ça se passe quasiment avec Lucien ou alors tu as le temps Non, de voir non, autre non, chose? non, non, ça se passe. Il y a Lucien, on y allait le week-end. Ensuite, donc tu sais, quand tu as 21 ans, tu as 21, 22 ans, à cet âge-là, tu as 2 ans, c'est important. Tu as souvent un peu plus d'expérience et un peu plus de responsabilité. Tu te rends compte de certaines choses. Et alors que j'avais une vie de rêve, comme je te dis, moi, c'était vraiment une vie de rêve. Dans mon livre, tu le vois, c'est pas possible. Et même Lucien m'avait traité de fou. Comme il y avait des bombes qui explosaient à 1500 km. Et je me disais, bon, j'étais conscient, j'étais contre ça, hein, contre l'armement, etc. Et j'ai dit, je peux avoir peut-être la possibilité d'en voir péter pour me rendre compte, parce que c'est facile de dire, euh, ça pète, ça c'est comme ça, mais tu sais, quand tu ressens les choses, c'est différent. Et j'ai fait en sorte, comme j'étais bien lié avec des filles donc, de l'amiral et toute amitié d'ailleurs, et donc je suis arrivé à me faire muter mes 2 mois sur Mururoa, où ils allaient faire une très grosse expérience atomique, une bombe qui était, je crois, 100 fois ou 200 fois plus forte que celle d'Hiroshima. Et donc, j'ai abandonné mon bien-être pour aller là-bas. Et Lucien m'a dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas et tout. Et Lucien, mais quand je suis revenu, il m'a demandé, qu'est-ce que tu as ressenti. Et effectivement, tu te rends compte, quand on te raconte, c'est une chose, quand tu le vois, c'est encore plus important. Tu sais, la puissance que ça représente, les dégâts que ça fait, et, et Et qu'est-ce c'est que un tu as truc, bon, dit justement à Lucien par rapport à ce que vous ben, imaginiez de la bombe nucléaire et là, tu vois une expérience en direct, qu'est-ce que tu racontes à Lucien quand tu reviens? ben, je lui ai raconté que c'était plus grave encore que ce que l'on pouvait voir. Je lui ai dit, imagine l'atoll de Tetiaroa, où on est allé pêcher, nous, puisqu'à l'époque, il n'y avait que Marlon Brando qui était là-dessus, hein, qui avait un petit truc, et tu pouvais aller comme tu voulais.
Et donc, c'était plein de cocotiers comme ça, il est toujours. Hein, donc, c'était de la végétation. Et imagine-toi, j'ai dit, un atoll qui devait être, parce que moi, je ne l'ai pas vu, comme Tetiaroa, et puis d'un coup, tu n'as plus rien. Tu n'as plus un palmier, tu n'as plus rien. Et quand tu vois la bombe, quand ça explose, donc tu vois cet éclair, cette puissance, ce nuage qui va se mélanger avec les autres et que tu sais qu'à l'intérieur, il a la mort. Et puis, une fois que ça s'arrête, ça, tu vois que le frisson de l'explosion part, tu entends un bruit 3 minutes après. Tu entends un bruit comme s'il y avait un orage qui était à côté de toi et qui te pétait, mais en grondement. C'est une force terrible, une force destructrice terrible. Et tout ça, je l'ai raconté avec mes mots, avec mes images. Et même lui, il me disait que c'était trop grave, quoi. Et Et tu as donc, pu, toi, faire des images, des photos ou des vidéos de ça, de cette expérience à Montjoie, non? oui, ben Oui? j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs que tu peux aller sur ma page la Si, mais page que j'ai fait j'ai pas spécialement. tout vu. J'en ai vu quelques-unes Et il et y en tu as a mis une une où vidéo. D'accord. il y a une vidéo, il y a marqué Mururoa 1971 et où je montre donc le campement, etc., la construction des ballons, etc., et la bombe, la fameuse Mmh. bombe qui était 100 ou 200 fois plus forte. Et c'est celle qui m'a fait le plus d'impression. C'est vraiment. À l'époque, en 1971, en plus, les militaires n'étaient pas forcément protégés les militaires comme les Non, civils d'ailleurs, hein. Enfin, les non, il gens qui faisait des. étaient là n'étaient pas protégés plus que ça. Non, moi j'ai assisté à deux explosions. La première, 24 heures après, on a pu débarquer sur le sol. L'autre, il a fallu attendre 48 heures parce qu'elle était un peu plus forte. Il faisait des prélèvements d'eau et des prélèvements de sable. Et puis les gens disaient, bon, ben ça va, on peut rentrer. Je suis sûr que j'ai été irradié, hein, ça c'est sûr, Oui, c'est certain. oui. C'est C'est-à-dire c'est que plus que tu es sûr. où? Tu étais dans un bâtiment au moment de l'explosion? Ah, au moment de l'explosion, on était tous embarqués sur des bâtiments de la navire. Donc on partait, donc il y avait la Ah, vous moyenne, la restiez modèle. pas sur l'atoll, vous partiez Ah de non, non, l'atoll tu peux pas. D'abord sur la vidéo, je montre le bunker qui est en face où ça pète, et je montre d'ailleurs les toiles, les hangars, les automitrailleuses qu'ils mettent pour mesurer les impacts. Et tu es là, tu es mort, hein, Ah c'est ouais, sûr, ça pète à 20 km. Non, non, là, pour le deuxième explosion, on était à 90 km au large. Et quand ça pète, tu as l'impression d'accord. que c'est devant toi. C'est c'est, euh, c'est Donc absolument effroyable. il faisait péter sur l'atoll à l'époque. Enfin, il faisait exploser ça Donc, sur l'atoll il sortait un petit peu de l'atoll, ouais. de Mais l'atoll, de c'était la tellement place. près que vous Voilà, ne pouviez pas rester sur l'atoll, quoi. voilà, D'accord. absolument. Mais le souffle, parce que tu as l'irradiation pour l'eau qui monte dans les nuages et dans l'atmosphère, mais tu as le souffle, et c'est le souffle qui fait des dégâts. Sur Mm. la vidéo, quand tu vois les hangars qui sont enfoncés, la bombe, elle a pété à 20 km. Et ça a fait des trous énormes dans les hangars, quoi. Ça a brûlé des automitrailleuses, il n'y a plus de peinture, il n'y a plus rien dessus, hein. Ah Ils oui, avaient mis des vieux on chars. peut pas s'imaginer ça, hein. Ah non, c'est pour ça, moi, on me l'avait raconté, mais Mm. c'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'aille le voir, quoi. Oui. Si dans le civil, j'en vois une, ben, c'est que je suis trop tard, je vais mourir. Elle m'a Oh, pété mais sur la tête, Lucien quoi. avait raison de dire que tu étais fou de laisser Ouais. tout en bien-être pour aller voir un truc pareil qui est très, on le sait, destructeur et qui, ma foi, encore aujourd'hui, a sûrement des incidences, hein, ici ou là. Mais quand tu racontes ça, parce que c'était quand même particulier, quand tu racontes ça à Lucien, ça lui fait quoi? Il pleure, il est en colère. Toi-même, tu es quoi? Ben, C'est parce que tu c'était étais pas un déjà un gars. peu révolté, tu disais. C'est pas un gars qui se mettait en colère, mais c'est un gars qui était très sensible. Et quand je lui ai raconté, quoi, il se rendait compte euh, que son pays, la Polynésie, quoi, on était en train de la détruire, quoi, hein, et qu'il y a encore eu 100 explosions de plus derrière, quoi. Et il était peiné, ça c'est certain, quoi, hein, c'est certain. Mais on n'était pas encore conscient que De la moi, personnellement, dangerosité, ouais. voilà, que moi, personnellement, j'aurais pu avoir quelque chose, etc. Et je t'avoue que, bon, maintenant, j'ai 72 ans, il y a 50 ans de ça. Si c'était à refaire, je ne te cache pas, je le referais. Parce que pour pouvoir en parler de ça, il faut le voir.
pouvoir dire qu'il ne faut pas que ça se reproduise, il faut le voir, il faut l'avoir vécu pour dire aux gens, il faut arrêter de faire ce genre de choses parce que c'est rien, parce que demain, ça peut arriver. Une centrale nucléaire, Mmh. elle explose, ça fera la même chose. Hein. Bon, alors revenons à des choses un petit peu plus Oui, heureuses, même non, mais si ça ça fait faisait partie, ça fait mais partie, voilà, ça fait partie. exactement, même si ça faisait quand même partie aussi du voyage. Ouais. À part Lucien, est-ce que tu rencontres d'autres Polynésiens comme ça qui te marquent, Alors, et qui te laissent un souvenir, tendre, la deuxième personne qui m'a vraiment marqué, et c'était donc, il s'appelait Aou, c'était un peu le chef des travailleurs qu'il y avait à la léproserie à Orofa. Et il y avait plein de gens d'ailleurs qui ne savaient même pas qu'à Orofara, il y avait une léproserie. Mais plein de gens, quand je leur avais dit qu'on était allé à la léproserie, ils me disaient, mais où, lequel lépreux? Les gens ne savaient pas, les gens venaient à Tahiti, c'était Maeva Beach, machin et tout. Ils ne savaient pas que là-bas, il y avait des gens qui venaient. Et là aussi, j'ai rencontré un mec qui était du tonnerre, parce que bon, je suis allé là-bas, au départ, c'était aller pour m'acheter 2 tikis et 2 trucs. oui, parce qu'ils faisaient Et beaucoup d'artisanat. énormément, énormément. Ben, regarde derrière moi, là. Je ne sais pas si tu vois, là. Oui. Voilà, Ça a j'ai été mis, ça y est, réalisé par des gens qui voilà, vivaient là-bas? c'est du style marquisien, mais ça a été fabriqué à Olofala, ça. Et donc, quand on est allé là-bas, et des mecs, tu troquais, tu achetais pas, tu troquais avec ces gens parce qu'il leur manquait de tout. Et alors, on troquait, tu troquais des chemises, de la lessive, des boîtes de conserve, enfin, tu vois, etc. Et bien entendu, tu en avais qui profitaient, quoi. Hein. Des tikis comme j'avais derrière moi, je dirais, je leur donnais 2 boîtes de corned beef et un paquet de lessive, et ils avaient ça, quoi. Hein. Alors que Mmh. dans les magasins de souvenirs, ça coûtait des fortunes. Alors quand je suis allé là-bas, j'ai vu ça et je lui ai dit, moi, si tu veux, je peux te vendre le truc. Je lui ai dit, écoute, moi, ce que je vais faire, je vais ramasser le maximum de produits, je te les amène, parce qu'il ne voulait pas d'argent, hein. Il voulait pas d'argent au départ. Hein. Et j'ai dit, je vais t'amener, je te donne tout, et tu me donnes ce que tu veux. Je ne peux pas mieux te dire, quoi. Et après, moi, je me débrouille, je vais vendre. Et donc, je suis allé là-bas, j'ai amené donc, tout ce que j'ai pu gratter, entre parenthèses, que j'ai pu faucher un peu dans dans les trucs militaires. Enfin, bon, bref, là, ça, c'est la petite histoire. Je lui ai amené ça, et donc, on est allé récupérer ça avec la voiture, on avait plein de trucs. Et on a vendu aux gars du contingent, on leur a vendu. Donc, on s'était déjà un peu liés avec des Tahitiens, des Tahitiennes, dont une, Mireille, qui travaillait dans un magasin là, un chinois qui vendait justement des produits de souvenirs. Donc on savait un peu les prix. On savait que mettons tel tiki, ça coûtait 5 000 francs CFP, etc. Donc au mec du contingent, on a fait en sorte qu'il paye moins cher qu'on a s'il était allé au Mmh. Chinois. C'est-à-dire un truc qui valait 5 000, on leur faisait 2005, tu vois. Et on en a tellement vendu qu'on s'est retrouvé avec de l'argent, mais écoute, tu ne peux pas t'imaginer. Alors avec mes amis, puisque là on était 3 à venir de Marseille, mais il est très vite venu se greffer un quatrième qui s'appelait Raymond, qui était un gars du contingent, et une fois qu'il a été là-bas, il avait signé pour 3 ans, et donc il a été engagé, tu vois. Et au départ, c'est lui qui nous a aidés parce que lui, il avait une solde conséquente qui rentrait, donc parce qu'au début, on n'avait pas du tout d'argent. Et donc, quand on a eu vendu, on a fait des parts. Et on a fait des parts et on a divisé ça en 3 parts. Donc, une part pour nous, une part pour Raymond, parce que Raymond avait acheté un Zodiac, enfin, etc. Et une part pour Aou, mais elle ne s'était pas prévue. Aou ne savait pas qu'il allait recevoir l'argent. Et une fois que j'ai fait l'enveloppe, j'ai amené l'argent. J'ai dit, voilà, il y a ça pour toi. Il me dit, mais c'est quoi ça? Et je lui explique. Il est venu des larmes aux yeux au mec. Des larmes aux yeux. Tu vois, c'était. Et ça, je t'en parle, j'ai les frissons quand je te le dis. C'était fabuleux, quoi. C'était. Alors, il m'a parlé des léproseries qu'il y avait au Fidji, au Samoa, etc. Donc, et tout ça, ça allait partir là-bas, quoi. Et on a fait cette opération, on l'a fait 2, 3 fois. Et ce qui nous a permis, après, de vivre comme on pouvait, si on pouvait vivre, si on voulait louer un bateau pour aller pêcher, on pouvait le Mmh. faire. Enfin, Pour voilà, vivre, c'était de la meilleure manière qui soit, un séjour qui finalement, voilà, sans profiter, avec toujours voilà, cette notion, mais jamais, 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 jamais profiter des gens. ouais. Jamais. Et toute Et ma vie, ça a été ça.
Et alors, toute ma cette vie. léproserie là, tu n'as pas eu peur d'y aller? Parce que moi, je sais aussi que quand j'étais enfant, ado, quand je suis arrivée, on parlait de cet endroit. Il fallait même pas aller genre à la plage qui était, Ouais, enfin qui voilà, était, à quelques voilà, voilà. kilomètres de la léproserie. On disait: «Oui, si jamais tu vas à la plage, tu vas attraper la lèpre». Enfin voilà, tu vois? Ce genre Ouais. de croyances, de fausses croyances. Donc toi, qu'est-ce qui Ben non, parce te que passe par l'esprit quand tu y vas? ben, moi, c'est facile, je t'ai dit, hein. Mon père était donc médecin républicain espagnol, donc il était chirurgien. Et donc, il a atterri en Tunisie, il est allé travailler dans les mines à charbon, en étant chirurgien, etc. Et en plus, très vite, on a vu ses compétences, et il s'est mis à soigner dans le dispensaire des mines qu'il y avait en Tunisie. Et donc, il a soigné des lépreux. Donc, je veux dire, la lèpre, je savais ce que c'était. Je sais que la lèpre, ça ne s'attrape pas comme le Covid-19, hein. Donc, moi, je le savais. Tu vois, Oui, je le savais. donc tu n'avais Quand, aucune peur, quoi. voilà, quand Lucien est arrivé, donc je l'ai serré la deuxième fois. Donc, quand il a vu ça, on s'est serré. Il m'a dit: tu n'as pas peur? J'ai dit: j'ai peur de quoi? J'ai peur de rien. Tu peux pas me. La lèpre, c'est pas ça. Tu vois? Donc, après, à mes amis, il a fallu que je leur explique. Aux copines aussi, je veux dire, parce que. Mais chacune, je leur en ai parlé parce que j'étais outré, moi, quand même. J'étais outré quand même que ces gens-là soient mis à l'index de la Oui, ils étaient mis civilisation. à l'écart de la Voilà, moi, société, j'étais outré. ils faisaient J'étais outré. peur. Mmh. Ouais, ouais, j'étais outré. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai voulu les derniers jours aller lui dire au revoir. Et c'est vraiment avec une émotion terrible quand c'est quitté. Est-ce que tu as eu des nouvelles comme, pour Lucien peut-être? Est-ce que tu as eu des nouvelles, de cette Non, parce que rencontre, d'abord, non, d'abord parce que Aou était déjà plus vieux, parce que Lucien était beaucoup plus vieux que moi, hein. Donc Aou c'est aussi un peu plus vieux, donc je savais ni plus ni moins que. Et en plus, avec ce qu'il avait, donc Mmh. tu arrives pas centenaire, hein, ce genre de pathologie. Et donc non, mais c'est toujours pareil, je veux te dire, j'ai toujours eu dans l'idée de vouloir y retourner, mais chaque fois j'avais un truc à faire. En plus, j'avais un métier qui était assez prenant. Et donc, ce qui fait, je repoussais toujours l'échéance. Là, maintenant, on s'est mis une date, théoriquement C'est vrai? en Tu juin, tu tu en juin, retournes en Polynésie juin, alors? en juin 2022. J'aimerais, je ne sais pas si je vais le réaliser, mais j'aimerais partir 3 mois. Parce qu'avec maintenant, je me suis lié avec d'autres personnes, etc. J'aimerais partir 3 mois, amener mes petits-enfants. Et ensuite, après que mes deux filles, parce que les deux filles nous rejoignent pendant leur mois de congé, et on reste 3 mois là-bas, et leur faire Merveilleux. connaître. Bon, bah, alors il Voilà. faut que ce livre marche là pour financer, le voyage, des petits-enfants, des enfants, tout et de Mais tout. disons que s'il marche, ça mettra du beurre, et puis ça nous permettra peut-être de faire d'autres choses, mais on va pas penser à ça en pensant qu'au livre. Non, bien sûr, En mais c'est plus, la cerise, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. En tout cas, si cette ah, interview ce t'aide serait même, à en faire la promotion, eh bien franchement, je suis ravie que ça puisse, servir à mais ça aussi. Oui, ce serait pas la cerise, ce serait l'ananas qui gâteau. effectivement. L'ananas ou le pamplemousse, hein, parce qu'en Polynésie, Ouais, c'est vrai que c'est ouais, mais c'est un exceptionnel. peu plus acide, le pamplemousse, Ah l'ananas, non, c'était. non, tu te rappelles Lucien pas nous faisait un breuvage, qu'on appelait ça la bière d'ananas, parce que ça pétillait un petit peu. Je t'avoue que dans la vidéo où je montre le feu de camp, là où on mangeait les langoustes, quand on buvait ça, le matin, on n'était pas clair. ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ah, Lucien avait une recette, d'alcool d'ananas, Ouais, d'accord, ou de bière je sais pas, d'ananas, quoi. Oui, oui. on appelait ça bière d'ananas parce que Ouais, ça ouais. moussait un peu conservé, donc on disait que c'était de la bière. C'est pas de la bière, c'est pas avec du Mais houblon. mon père faisait une boisson comme ça, je m'en rappelle, dans des grosses dames Jeanne, on mettait des pelures d'ananas avec de l'eau et puis à un moment ça a fermenté et nous on Ah, buvait ouais. ça un peu comme notre limonade, mais peut-être que selon la fermentation, ça pouvait être autre chose que de la Ouais, lui, limonade. je crois qu'il rajoutait d'autres trucs dedans et tout. Ouais, Après, c'était corsé. Ça se buvait comme du petit lait, hein. Je te jure que ça ouais, descendait. j'imagine. Mais, mais après, même si tu savais pas le danser, le tambouré, tu le faisais quand même, hein. Bon, et des hourous, tu en as mangé puisque tu as été appelé sous le Oui, hourou? oui, oui, Oui? j'en parle aussi. Oui, oui, j'en ai mangé. Moi, pour moi, je trouve que c'est délicieux. Bon, il y a
il y a meilleur, mais moi, je trouve que c'est bon. Puis selon ce que tu manges, quand tu manges quand tu manges un bon poisson cru, puis que tu accompagnes avec tes mains, avec cette mie. Moi, je disais toujours que c'était de la mie, ce que tu prenais à l'intérieur, là, tu vois. Oui. Et tu manges ça, je veux dire, c'est bon, hein. Tu n'as pas peur d'y aller et quelque part de ne pas retrouver ce que tu avais trouvé? Est-ce que c'est quelque chose qui te questionne aussi sur la préparation de Alors, ce voyage? tu m'aurais posé cette question, on aurait fait l'interview il y a 15 jours ou 3 semaines, je t'aurais dit, alors sans ambiguïté, oui, je m'en doute. Je ne suis pas un perdant de l'année, tu t'en doutes. Donc, je sais que ça a changé. Je le sais, d'ailleurs, je vois les photos. Taupo, je veux dire, il y avait 10 maisons, quoi. C'était Oui. plus le pont. Tu vois, le pont qu'il y a maintenant, il n'existait pas, ce pont. Si tu voulais aller de l'autre côté, il fallait faire un grand tour, passer au biais. Enfin, c'était bon. Mais depuis que j'ai rencontré la famille de Lucien, donc ses filles, ses petites filles, euh, je sens là, je ne sais pas si c'était dans les gènes de Lucien, mais ses enfants, c'est les mêmes. Hier, ils sont allés à la grotte de Vaipuri, ils sont allés faire une expédition. J'ai eu des images, j'en ai peut-être 50 ou 60 de l'expédition, où ils m'ont tout montré, ils m'ont tout envoyé au fur et à mesure qu'ils y allaient. J'ai Rose qui m'appelle tous les jours maintenant, on converse tous les jours, et je te jure, j'ai le sentiment qu'il y a encore, c'est pas autant prononcé qu'avant, c'est certain, mais il y a encore des gens comme ça. D'ailleurs, Rose, je te dis, il y a une semaine, bon, Rose, je l'ai connue, Rose, elle avait, enfin, je l'ai connue, je l'ai vue dans les bras de la femme de Lucien, elle avait 8 mois. Mmh. Maintenant, elle en a 51. Et Tefaïté, par exemple, c'est la petite fille que je te dis qui est sur la photo. Je veux dire, ces gens, ils m'ont que j'ai plus vu, quoi. Je veux dire, la petite de 4 ans, elle ne se rappelle même pas de moi. Je dis, ils m'ont proposé eux-mêmes. Et elle a un fils qui est sûr, parce que moi, je compte faire mon point d'attache sur Montréal, tu vois, puisque j'ai des amis qui me prêtent un faré sur Montréal. Et ensuite, après, m'éclater, tu vois, prendre les navettes, Oui, puis aller sur aller faire de la pêche aussi, j'imagine? voilà, aller de la pêche, enfin, faire un peu tout, quoi, tu vois. Bon. Et donc, elle m'a dit, tu vas à Montréal chez mon fils, il a une maison pour toi. À Taoupouani, tu viens, on a des maisons, il n'y a pas de problème pour venir, tu vois. De même, la même chose que Lucien m'avait prêté son séchoir, il m'a proposé la même chose, alors qu'il y a une semaine, je connaissais même pas leur existence. Mmh. Je suis en train parce que j'ai fermé la page comment, de ta page Facebook. Oui, Et en oui. fait, je voulais juste la réouvrir avant de se quitter parce qu'on va arriver déjà à presque 1 heure d'émission. Oh ben bon, Est-ce je ne me que, suis pas rendu eh compte. ouais, ça passe très très vite, hein. Oh, plus tard, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est comme ça, c'est ce que j'aime aussi dans ces interviews qui ne sont pas réellement des interviews et qui sont des conversations. Eh bien, c'est de parler à cœur ouvert, d'être naturel. Donc, avant de se quitter, je vais quand même montrer ta page pour les gens qui auraient besoin de plus d'infos. De toute façon, bien sûr, je mettrai l'adresse sous cette vidéo. Donc, les gens qui auront envie d'aller voir où est ce livre dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est là, c'est appelé sous l'Ourou. Toi, tu as mis sous l'Ourou. Nous, à Tahiti, on aurait dit le Ourou. Oui, oui, ouais, je l'ai un peu européanisé le nom. Oui, Mais voilà. déjà que Ourou, c'est pas évident pour les gens de savoir ce que c'est. Si j'avais mis Ben, le Ourou, ils auraient cru que c'était un mot cochon. oui, tu crois? Donc, en fait, cette image-là, c'est une image que de tes anciennes photos de 1971? Oui, oui, oui. Oui? J'en avais beaucoup plus, mais j'ai eu un dégât des eaux il y a une dizaine d'années qui m'en a détruit pas mal. Ah, quel dommage. C'est vrai Ouais, que ouais, ouais. c'est Mais exceptionnel. je crois que la page la plus intéressante, c'est pas celle-là. La page Ah, la plus intéressante, c'est la page que j'ai fait spécialement. Je ne crois pas qu'on puisse l'atteindre comme ça. C'est celle, tu comment? vois, quand tu vas sur le site web Oui. que ma petite fille m'a fait, Alors, André Pardo, Moana Book, qu'en bas, alors, je la
Je l'avais tu ouverte as tout à l'heure, je ne la vois plus là. Zut. Où est-ce que voilà, je l'avais? quand tu es sur cette page-là, tu as sur la page du livre, Oui. le livre, en bas, tu as le lien Facebook et quand tu appuies sur le lien Facebook, tu es directement sur la page qui est dédiée au livre, proprement au livre. Et là, tu as toutes les vidéos des coquillages, les vidéos de Mururoa, il y a tout qui est dessus. Sur là où il y a la vidéo, tu veux dire? Voilà, là, tu vois sur la page. Non, non, Oui. regarde. Tu avais c'est le lien que je t'avais envoyé l'autre jour où tu vas Ah sur, oui, tu vois, à droite, la droite, là, c'est défaillé. d'accord. Ok, ok. Voilà. Alors attends, parce que tu vois là ici, tu as un à propos. Alors je te l'apprends, mais tu pourras mettre aussi tes liens parce que pour quelqu'un qui cherche, c'est très compliqué d'aller sur les articles ou sur les trucs. Alors que quand on va sur ta page, si ici tu le mets déjà dans un propos, les gens auront juste à cliquer dessus. Mais de toute façon, je mettrai le lien direct, hein, il y a aucun souci. Donc là, on te voit, là, tu es tout jeune, tu as 21 ans là, sur cette photo. Et, ouais, Et tu n'as pas trouvé de Vainé? Rose, Rose m'a dit que je ressemblais à Georges Clooney. Mais elle a de l'imagination. Que tu ressemblais à qui? Georges Clooney. Clooney. Mais elle a de l'imagination. Ma foi, écoute, maintenant que tu le dis, c'est vrai, il y Voilà, a quelque chose. Donc, retrouver cette histoire-là de trois copains qui arrivent en Polynésie, qui découvrent la vie en Polynésie, qui découvrent les Polynésiens, qui découvrent une nouvelle façon de penser, de vivre, avec ses réalités, bien sûr, hein, tout n'est pas rose, mais il y a des choses qui sont extraordinaires. Donc, ce livre, appelé sous l'Ourou, comme l'a écrit André, je vais vous mettre tous les liens pour pouvoir découvrir ce livre, l'acheter et pourquoi pas participer au voyage d'André et de ses enfants et petits-enfants. André, est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer? oui, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je souhaite à tout le monde d'aller dans cette merveilleuse région de France, parce que c'est toujours une région de France, même si elle a ses spécificités, comme la Bretagne, comme la Corse, etc. Quand vous y allez là-bas, ne regardez pas seulement ce que l'on veut vous montrer en tant que touriste, grattez et allez voir ailleurs. Ne partez pas avec des clichés et vous allez découvrir des gens qui sont absolument merveilleux. Mais il faut vouloir le chercher et ça se mérite. C'est vrai que si on reste dans les hôtels et dans les endroits, on va dire, à touristes, on a peu de chances de rencontrer de vrais Polynésiens. Et ça me fait penser une histoire d'un ami quand j'étais à RFO. Un jour, il me raconte ça. Il me dit, ah ben à Moorea, j'ai rencontré un couple. On était sur la plage en train de manger. Et comme les Polynésiens font traditionnellement, si quelqu'un passe alors qu'ils sont en train de manger, ils vont spontanément inviter les gens à se joindre au repas. Et Ouais, donc, ce ouais, ouais. couple arrive comme ça sur la plage et ils leur disent venez, venez manger. Alors, bon, ils se regardent et puis, bon, finalement, ils vont se mettre à table et puis ils font connaissance comme ça. Et quelques mois plus tard, cet ami me dit devine quoi, j'ai reçu une invitation. En fait, le couple que j'avais invité, le monsieur, c'est un monsieur très, très riche et il m'a invité chez lui aux États-Unis. Et donc, il est allé là-bas, il y avait la limousine qui l'attendait. Il dit, alors là, j'y croyais pas mes yeux. Mais comme quoi, voilà, le Polynésien est comme ça, il ne va pas demander la carte de visite. Hein, c'est Ah qui non, ah passe, non, ah que non, l'on ah non. soit riche, pas riche, c'est pas grave, c'est Il quelque faut, chose il que faut l'on peut surtout pas vivre. tricher. Oui. Il faut surtout pas tricher. Surtout, surtout. Parce que si tu triches, tu perds sa confiance. Et là, autant il est gentil, comme autant il peut vraiment te Ah mettre à ben gauche. oui, Mais oui. voilà, c'est les deux extrêmes. Mais l'autre extrémité, la mauvaise, je ne l'ai jamais connue. Bon, ben, Appelé sous le Haut, c'est un roman, mais un roman, on va dire, autobiographique quand même, même s'il y a des parties qui ont été romancées. André le Et, disait en début d'émission. Et c'est des souvenirs extraordinaires. 1971,
Ça paraît loin, mais je lisais par exemple sur ta page quelqu'un qui disait: «Oh, j'avais l'impression quand je lis le livre d'André, j'ai l'impression d'être à côté de lui et de vivre la chose en même temps». C'est ça que tu avais eu envie Ah, aussi c'est Moya. de C'est transmettre. Oui, Moya qui a écrit ça. C'est Moya qui a écrit ça. Ouais, ouais. Bon, bah alors tu peux dire à bientôt aux gens du Fénois qui vont t'accueillir bientôt. C'est quoi? 2022, tu disais, hein? Ouais, normalement 2022, si tout va bien, il y a pas de problème. Si je suis toujours en pleine forme, il n'y a pas de raison que je ne sois pas. Tout va bien se passer. Oui, je Merci pense. André, en tout cas, de cette rencontre très très chouette. Et puis à ton retour de Polynésie en 2022, ou si tu écris un autre livre d'ici là, il faudra me recontacter et puis tu nous raconteras. Mais j'espère qu'on se recontactera pour autre chose aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de t'avoir. Merci encore André, à bientôt. À bientôt.